là 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 là. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, à votre attention, on va commencer la conférence. Oh là là. Mesdames, Messieurs les journalistes, Marseillaises, Marseillais. Aujourd'hui, je vous parle au nom d'un collectif qui n'est pas né d'hier, qui n'est pas né l'année dernière. Un collectif qui n'a pas un an, pendant un an à des élections comme tant d'autres. Je vous parle au nom d'une histoire de 30 ans, d'une présence dans nos territoires rythmée d'engagement associatif, de combats sociaux, de solidarité tissée au fil des épreuves et des réussites. 3 décennies sous différentes formes, 3 décennies sous différents noms, mais avec la même conviction, celle que Marseille appartient à ceux qui la vivent, l'aiment, la portent et la relèvent chaque jour. Cette longue tradition de lutte pour la justice sociale, elle a mûri, elle s'est renforcée et aujourd'hui elle a un nom clair, assumé, rassembleur, Marseille populaire. Nous ne sommes pas une plateforme citoyenne montée à la hâte. Nous sommes la continuité des mouvements, enracinés, vifs, cohérents, un mouvement qui a grandi avec la ville et qui s'est doté d'une force nouvelle pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Nous sommes le fruit d'une rupture franche, assumée et nécessaire. Le temps de la rupture avec un système en roue libre qui recycle les mêmes méthodes, les mêmes visages, les mêmes promesses qui disparaissent dès que les micros éteignent est nécessaire. Nous aspirons à un autre fonctionnement qui repose sur la confiance, l'exigence de résultats et une consultation permanente de ceux qui vivent ici. Pas seulement à l'approche des élections, mais tout au long du mandat, parce que c'est comme ça que ça se construit, une ville digne de ce nom. Nos territoires et nos quartiers souffrent de tous ces programmes politiques dessinés loin de nos réalités. Assez de décisions qui tombent de haut. Assez de ces politiques publiques qui ne voient Marseille qu'à travers la crise sociale et les tragédies. Nous voulons une gouvernance nouvelle. Une gouvernance qui ne surplombe pas les habitants, mais qui se construit avec eux en accompagnant nos concitoyens dans les résolutions de leurs difficultés. Une gouvernance façonnée par des citoyens acteurs et réalisateurs, pas des figurants. Parce que nous ne sommes pas là pour commenter l'avenir de la ville, mais pour la fabriquer en participant à réduire les inégalités sociales et les disparités géographiques entre le Nord et le Sud. La situation d'urgence qui prédomine Marseille appelle à l'émergence de nouveaux acteurs. Et qu'on se le dise clairement, sans le collectif Marseille populaire, ni la gauche, ni la droite ne verront leurs prétentions municipales aboutir. Sans une mobilisation active des forces vives de Marseille, c'est toute la cohésion sociale qui peut se fissurer, qui ouvrira la voie au Rassemblement national. Nous ne voulons pas assister impuissants à une dérive annoncée. Nous intervenons maintenant
pour prévenir avant de guérir, pour soulager avant qu'il ne soit trop tard. Nous savons que le barrage républicain ne fonctionne plus. Nous savons que les slogans moraux et les coalitions improvisées ne suffisent plus pour celles et ceux qui représentent la société civile réelle, que l'on ne convoque pas par opportunisme, mais qui existent depuis toujours, qui travaillent, qui souffrent, qui inventent, qui résistent. Nous sommes aujourd'hui une option incontournable pour l'élection municipale à Marseille. Et c'est pour cela que nos voix comptent, parce que personne ne peut parler à notre nom. Parce que personne ne peut raconter notre réalité mieux que nous-mêmes. Parce que 30 ans d'existence de terrain, de présence, ne peuvent être effacés par aucune machine politique. Nous ne serons ni instrumentalisés, ni récupérés, ni silencieux. Nous portons la parole de ceux ou celles qu'on n'écoute plus, la parole confisquée, la compétence de ceux qu'on sous-estime, l'énergie de ceux qui n'entendent plus rien des partis politiques traditionnels. Le collectif Marseille Populaire, c'est l'enthousiasme d'un avenir radieux. Aujourd'hui, plus que jamais, des forces obscurantistes et extrémistes menacent l'existence même de Marseillais. Et ignorer notre collectif contribuerait à leur victoire. La résignation ou le repli ne sont pas des options acceptables pour nous face à ces menaces imminentes. Et désormais, que ça soit clair, personne ne parlera pour nous. Personne ne décidera à notre place. Pour clore mon intervention, je dirais que Marseille mérite réellement mieux que l'alternance automatique, mieux que le système épuisé, ou encore mieux que la peur. Notre ville mérite qu'on lui adresse un langage de vérité, un effort, un projet réaliste et pragmatique pour aboutir aux transformations et aux réalisations nécessaires pour qu'elle trouve la place qui devrait être la sienne dans ce pays. Nous sommes là, nous sommes prêts et nous n'avons plus l'intention de nous effacer. Merci de votre attention. Je passe la parole à Mme Chang, qui va parler de l'équipe. Bonjour, messieurs, mesdames. Merci d'être venus aujourd'hui si nombreux. Je vais vous parler donc de l'inclusion. Donc, Marseille Populaire, c'est l'idée simple, mais ambitieuse de remettre l'humain au centre. Dans une ville aussi riche de diversité que Marseille, l'inclusion n'est pas un supplément. C'est la condition même du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du développement durable de notre territoire. Marseille, une mosaïque sociale, mais trop souvent fragmentée. Marseille, c'est une ville d'histoire, de culture qui s'entrelacent, mais c'est aussi une ville où la fracture demeure. La fracture territoriale, scolaire, économique, numérique, mais parfois même symbolique. Notre responsabilité est de transformer cette diversité en force, mais pas en obstacle. Le projet Marseille Populaire veut faire de l'inclusion un fil rouge transversal aux politiques publiques locales. Notre vision de l'inclusion, c'est aussi une ville où chacun a accès aux services publics et aux mêmes droits. Cela signifie
Ne laisser personne en dehors de l'école, du logement, de la santé, des transports et de l'emploi. Agir non seulement en réaction, mais dans la prévention, le lien et l'accompagnement. Partir des besoins réels des habitants et des habitantes dans leur diversité. L'inclusion qui s'appuie aussi sur la communauté. Nous voulons bâtir un réseau durable de prévention associant l'école, parce qu'il est le premier lieu d'égalité, la famille, parce qu'elle est le premier moteur de la réussite, l'institution publique, parce qu'elles garantissent la justice sociale, les actions, les collectifs locaux, parce qu'elles sont les acteurs du terrain, les collectifs, et parce qu'elles donnent le cadre et les moyens d'agir. Ce réseau n'est pas une idée abstraite, c'est une permanence de coopération, quartier par quartier. L'inclusion et territoire, Marseille n'est pas homogène. Marseille n'est pas Paris, ni Lyon, ni Bordeaux. Marseille, c'est Marseille. Avec ses quartiers, centres, ses cités, son littoral, ses vallons et ses villages urbains. L'inclusion doit être territorialisée. Ce qui fonctionne à Saint-Gimier ne va pas fonctionner forcément à la Bousserine, ce qui est normal. Donc les besoins de Balzès ne sont pas aussi ceux de Mazargues. Nos politiques d'inclusion seront donc adaptées localement, co-construites avec, bien sûr, tous les habitants. Évaluées régulièrement. Donc, il y aura des actions concrètes pour que l'inclusion soit visible et tangible. Marseille Populaire propose l'inclusion éducative avec les programmes pédagogiques adaptés, bien sûr, la détection précoce du décrochage et de la marginalisation, et avec les formations des enseignants et encadrants. L'inclusion urbaine, c'est l'accès au logement abordable, la lutte contre l'habitat insalubre et l'encadrement des loyers avec la limitation des dérives des Airbnb. Parce qu'on n'a pas parlé de l'inclusion si on ne parle pas de droit au logement. Donc l'inclusion dans la mobilité aussi. Il y a l'espace accessible aux personnes à mobilité réduite, les vélos électriques adaptés, le réaménagement public inclusif. Se déplacer, c'est exister dans la ville. Donc c'est l'inclusion dans l'écologie également. Donc avec les micro-forêts urbaines, dans les quartiers populaires, l'agriculture urbaine au service de l'autonomie alimentaire. Il y a un centre-ville qui protège des chaleurs extrêmes. Avec bien sûr la montée, bien sûr on sait tous qu'on nous parle de l'écologie, de la montée des températures. Voilà pourquoi tout cela compte, parce que l'inclusion, ce n'est pas une aide. C'est la création d'opportunités, c'est la dignité pour tous, et c'est la cohésion sociale durable. Une ville inclusive est une ville plus sûre, plus paisible, plus prospère. Pas seulement pour les fragiles, mais pour l'ensemble de ses habitants. En conclusion, Marseille Populaire veut faire de Marseille un laboratoire du vivre ensemble, un exemple de modernité sociale et humaine. À Marseille, l'inclusion ne doit pas être un slogan, mais une pratique quotidienne. Donc, nous choisissons de la construire avec vous, avec les habitants, avec les associations, avec les familles. Donc, ensemble, pour une ville plus juste. Je passe la parole à Madame Sophia Bouchoucha qui va vous parler de l'action sociale et de l'handicap. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis Sophia Bouchoucha, assistante sociale dans le quartier nord de Marseille. Et si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de théorie, c'est pour vous parler de la vie réelle, de ce que je vois chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux réalités essentielles, qui sont le handicap et l'action sociale. En ce qui concerne le handicap, c'est une réalité trop souvent invisible. À Marseille, trop de personnes en situation de handicap vivent encore des difficultés qui ne devraient plus exister. Des infrastructures inadaptées, des démarches administratives incompréhensibles, des aménagements insuffisants, des parcours qui deviennent des obstacles permanents. Et ces obstacles, je les entends dans chaque famille que j'accompagne. Un jour, la mère d'un enfant autiste m'a dit « Je ne demande pas que l'école l'aime, je demande seulement que l'école ne l'abandonne pas. » Et ce jour-là, j'ai compris que le handicap, ce n'était pas un problème individuel, c'est un problème d'organisation collective. C'est pour cela que nous devons et que nous souhaiterons garantir l'accessibilité universelle à tous les trottoirs, écoles, transports et bâtiments publics. Développer des signalétiques visuels, tactiles et sonores comme cela s'est fait dans d'autres pays voisins. Renforcer les outils de guidage pour les personnes malvoyantes. Rendre obligatoire les audits d'accessibilité pour chaque projet urbain. Et pour finir, former les services publics à l'accueil inclusif. Une ville inaccessible, c'est une ville qui abandonne les siens. Ça, nous ne l'accepterons plus. Le handicap n'est pas le seul domaine où la ville manque à ses responsabilités. L'action sociale souffre tout autant. L'action sociale, c'est une mission essentielle que nous devons tous reconstruire. Dans mon quartier, les difficultés sociales explosent, s'accumulent et se superposent. L'inflation, le logement, l'accès aux soins, la solitude, les ruptures familiales. Je rencontre chaque jour des mères qui cumulent plusieurs emplois pour tenir debout. Des jeunes qui s'épuisent dans des démarches interminables. Des familles qui ne demandent rien d'autre que de l'écoute et des solutions. Le rôle de l'action sociale, ce n'est pas de colmater des brèches. C'est de redonner espoir, dignité et des perspectives. Pour cela, nous devons et nous souhaitons renforcer la présence humaine sur le terrain par la création de maisons de solidarité dans chaque arrondissement. Agir réellement pour la lutte contre la précarité en créant davantage d'hébergements d'urgence ainsi que des lieux publics d'hygiène et en favorisant les maraudes. Nous souhaitons déployer le réseau de travail avec les associations, les écoles, les professionnels de santé afin de soutenir les familles. Créer des parcours d'accompagnement globaux, pas des réponses approximatives en se focalisant sur l'insertion professionnelle des personnes. Et surtout, mettre l'humain au centre, tout en ne dénigrant pas la santé mentale, par la création d'équipes mobiles dans chaque arrondissement. Pour finir, nous apportons une place importante à la protection des plus vulnérables, ainsi que les femmes victimes et les enfants. Je vais conclure sur ces deux thématiques. Nous avons l'expérience du terrain. C'est pour cela que nous faisons différemment. Marseille mérite mieux. Marseille mérite une action sociale forte, visible, proche. Marseille ne peut pas être moderne, écologique, ambitieuse si elle oublie les plus fragiles. Marseille mérite une politique du handicap durable, réellement inclusive. Nous sommes là pour ça, pour porter ces voix, pour défendre ceux et celles qu'on n'entend jamais, pour construire avec vous une ville qui n'abandonne personne. Je vous remercie. Je passe la parole au plus jeune parmi nous tous là, c'est le fils Ixam qui va nous parler de l'éducation. Bonjour à tous. Je vais commencer par une phrase qui m'inspire énormément, qui vient de Aristote, un grand philosophe que j'admire beaucoup, et qui dit « L'homme est par nature un animal politique ». Si vous êtes là actuellement, c'est parce que vous vous sentez concerné. On a tous différentes vies, différents parcours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation, quelque chose qui me tient à cœur. J'ai 28 ans, je ne suis pas vieux, je ne suis pas jeune non plus, mais je suis, en tout cas, j'estime être responsable. J'ai soulevé 4 points, 4 problématiques, et je vais vous les citer.
La première problématique, c'est les établissements en difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Marseille, il y a énormément d'étudiants, énormément d'écoles, mais elles ne sont pas adaptées aux besoins. Notamment la surpopulation dans certaines classes. On trouve des classes où il y a énormément de jeunes, énormément d'élèves, mais ce n'est pas adapté. Vu qu'il y a énormément d'élèves, personne ne s'entend, personne ne se comprend, et c'est assez compliqué. La deuxième problématique, c'est l'inégalité de l'orientation. Quand je parle d'inégalité, c'est qu'il y a très peu, pour ne pas dire pas, d'accompagnement vers des filières professionnelles, technologiques, supérieures. Il y a un manque d'informations, notamment sur les métiers qui recrutent. Et le système éducatif est à l'opposé de la réalité. Et nous trouvons ça dommage. La troisième problématique, c'est le manque de lien entre les écoles, les entreprises et les associations. Il y a très peu de partenariats avec les entreprises locales, il n'y a pas assez de stages, de mentorat, de projets concrets. Je sais qu'auparavant, il n'y avait pas l'alternance en école, en études supérieures comme il y a aujourd'hui. Mais c'est encore faible. Les entreprises ne donnent pas forcément confiance aux étudiants. Pourtant, les étudiants, c'est l'avenir. C'est le noyau d'une société. Sans études, il n'y a rien. Donc je trouve ça dommage. Nous trouvons ça dommage. La dernière problématique, c'est les parents. On jette toujours la pierre sur l'éducation, le système scolaire. Il y a les parents aussi. Et quand je parle des parents, c'est que les parents sont délaissés. Par manque de temps, manque de moyens, manque de compréhension. Eux aussi se sont déconnectés. Beaucoup de parents auraient aimé accompagner leurs enfants dans cette éducation, mais encore une fois, ils sont déconnectés. Il n'y a pas de lien concret entre les écoles et les parents. Donc il faudrait mettre un terme à tout ça. Et je vais vous présenter notre programme. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'éducation secondaire, donc collège et lycée. Le premier point, ça serait de mettre en place, dans un plan établissement renforcé, une réhabilitation des écoles les plus en difficulté. La création de salles numériques. Aujourd'hui, je pense que je suis presque le seul à avoir un téléphone, parce que je suis plus dans le numérique. Eux, ils sont sur les papiers. Donc voilà, des écoles et des classes numériques. Troisième point, la mise en place de référents éducatifs de quartier pour lutter contre l'absentéisme. Il y a déjà ce point-là, mais il faudrait davantage le renforcer. Les étudiants, les élèves se retrouvent dehors et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'accompagnement psychologique et il faudrait appuyer sur ce point-là. L'éducation, ce n'est pas uniquement à l'école, c'est à l'extérieur aussi. Et nous devons apporter une plus-value. Il y a aussi la sécurité autour des établissements. Donc, présence accrue de médiateurs, police municipale, aux heures d'entrée et de sortie. Lutter contre le trafic autour des écoles. Donc, il faut qu'il y ait une zone sécurisée. Il y a aussi les ateliers anti-décrochage, notamment à travers des coachings motivation, le sport, la musique, l'art, le renforcement de l'accompagnement psychologique. Ne délaissons pas ça. Le psyché, comme on dit, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, pas tout le monde le comprend. Et je peux l'entendre. Mais il faudrait mettre un point d'honneur sur ça. Concernant l'enseignement supérieur, nous avons eu l'idée de proposer un mini-campus dans les quartiers nord. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans les quartiers nord, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou la motivation d'aller jusqu'à Lumini, d'aller jusqu'à Cage, d'aller jusqu'à Saint-Charles. Donc ça serait de mettre en place un mini-campus, et autour de ce mini-campus, on regrouperait des centres de formation pro, BTS en alternance, espace coworking étudiant, formation du numérique, donc informatique, design, commerce, marketing digital, communication, etc. Donc l'objectif, c'est de permettre aux étudiants d'étudier sans aller trop loin.
Et pour finir, l'orientation emploi et avenir, ça serait de mettre en place des forums annuels. Je choisis mon avenir. Au cœur des quartiers là. Ça serait de réunir des universités, écoles, CFA, entreprises, faire des mini-stages de découverte, directement pour des événements spécifiques. Un mentorat. Le mentorat, quelque chose qui est très important. Donc chaque jeune de lycée accompagné par un professionnel aide à choisir une orientation, CV, lettre de motivation, coaching, confiance en soi, quelque chose de très important. Et la mobilité transport, donc renforcement des lignes RTM vers les lycées et futurs pôles d'enseignement, création d'abonnements étudiants municipaux à prix davantage réduit. Et donc je conclus sur le fait que dans nos quartiers, le talent existe, l'intelligence existe, l'ambition existe. Ce qui manque, ce sont les moyens, les opportunités et l'égalité des chances. Donc je compte sur vous pour nous accompagner sur ce point-là et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Je passe la parole à M. Antoine qui va vous parler de l'emploi et de l'entreprise. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais tous vous remercier pour votre présence. Alors, j'ai cette tâche de vous parler de l'emploi et de la manière dont nous voyons ce programme autour de l'emploi qui est assez lourd et qui fait l'histoire d'une vie. Donc l'emploi. Aujourd'hui, si on prend la définition littérale de l'emploi, c'est ce à quoi s'applique une activité qui est rémunérée. Mais aujourd'hui, en 2025, horizon 2026, malheureusement, depuis quelques années, l'emploi est devenu un lien social qui définit si nous faisons partie des visibles ou des invisibles. Alors, invisible quand nous sommes sans emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que notre parole et notre avis ne pèsent pas ou ne méritent pas d'être entendus, que nos compétences ne nous permettent pas d'accéder à l'emploi, que nous subissons des discriminations à l'embauche parce que nous ne sommes pas dans les standards attendus, pas de la bonne couleur, pas de la bonne religion, habitons dans des quartiers stigmatisés, ou que malheureusement la situation économique du bassin marseillais oblige les acteurs de la vie économique à faire une sélection non naturelle à l'embauche. Alors une fois que nous avons dit ça, le constat qui est mis en exergue est accablant. Un taux de chômage qui est à 9,6%, en augmentation de 0,3 points, versus le trimestre dernier. Au-delà du 7,3% national, une 262e place sur la liste des 321 bassins de l'emploi, un taux de chômage qui se situe autour des 20% dans nos QPV, dans nos quartiers difficiles de la ville. Donc, certes, ma collègue tout à l'heure de l'inclusion a spécifié que il y a des disparités entre les différents arrondissements. Ça ne se passe pas de la même manière quand on est dans le 6e, le 8e, le 9e, ou dans le 15e, 16e, 13 ou 14e. Donc nous constatons cette disparité, je dirais même une fracture, avec l'invisibilité caractérisée d'une certaine population. Alors que faire? Sans promettre le plein emploi, parce que ce serait utopique. Et en plus, il faudrait au-delà d'une volonté locale, il faudrait que ce soit une dynamique nationale. Nous, le collectif Marseille Populaire, souhaitons pousser sur des dynamiques connues, certes, mais pas assez à exploiter. L'insertion professionnelle, par la formation, avec un cahier des charges plus draconien, plus important, incluant un panel de postes plus large, autre que les postes d'entrée. En touchant des postes opérationnels, des postes d'exploitation, des postes d'agents de maîtrise ou de cadre. Favoriser, accompagner la création d'entreprises dans les QPV par les habitants de ces zones. Soutenir des entreprises de l'ESS, celles de l'économie circulaire et des déchets. Inciter à la création d'entreprises dans l'économie bleue. Marseille est une ville aussi qui, historiquement, par sa situation géographique, a vu son port développer une économie qui tourne autour. Donc, nous possédons une expertise
sur les métiers du maritime. Et donc aujourd'hui, il faut la favoriser. Ah. Ensuite, au-delà, je vais reprendre un adage qui est souvent utilisé. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, inciter la ville et nos structures à une rénovation profonde de la ville. Par ses monuments, par les bâtiments municipaux, les bâtiments des collectivités. Végétaliser la ville, qui aujourd'hui, quand on voit le dérèglement climatique, est un point très important. Après, accompagner les entreprises du numérique et du digital, mettre en place une réelle politique de mobilité, car un bon maillage permettra aux Marseillais de pouvoir accéder plus facilement à l'emploi. Pour résumer, notre objectif chez Marseille Populaire n'est pas de faire baigner les Marseillais dans un idéal utopique, mais plutôt de tâcher d'apporter du pragmatisme aux Marseillais, en leur montrant qu'il existe des solutions à leurs attentes, qui pendant longtemps ne leur étaient pas accessibles, ou qu'ils n'en avaient pas connaissance, que ce soit une volonté ou non de leur cacher, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc notre volonté est et sera toujours d'essayer d'être aux côtés des Marseillais, car notre force, c'est Marseille, notre force, ce sont les Marseillais, notre force, c'est vous. Merci. Ensuite, je vais vous parler de l'écologie. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, je vous remercie d'être venus ici dans le poste. Je vais vous parler de l'écologie qui représente un défi crucial dans notre ville, surtout dans un contexte urbain en pleine expansion. Et intégrer davantage de verdure dans les bâtiments comme les toits végétalisés, des murs verts, et créer plus de jardins partagés, ça contribuerait à diminuer l'air ambiant, l'effet d'îlot, mais aussi à améliorer le bien-être des habitants et encourager la biodiversité locale. Ces espaces verts offriraient un refuge pour la faune et amélioreraient aussi la qualité de l'air. En ce qui concerne le tri sélectif, le fait de créer des points de collecte dans toute la ville semble indispensable. Et sensibiliser sur ce terrain-là permettrait d'adopter une consommation plus responsable et encourager le développement durable. Et à Marseille Populaire, nous pensons que créer plus de points où il y a de l'eau potable dans les commerces, dans les lieux publics, contribuerait à ce qu'il y ait moins de déchets en décharge, notamment les bouteilles en plastique, et à encourager les habitants à consommer de l'eau, surtout dans les périodes de forte chaleur. Ça faciliterait l'hydratation, et à Marseille Populaire, nous pensons qu'en réunissant tous ces éléments, Marseille peut se transformer en une ville modèle en matière d'écologie, en offrant un cadre de vie plus sain et plus durable pour toutes et tous. Merci pour votre attention. Je passe la parole à la dernière personne qui va parler, Madame Jamila Saïd, qui vous parlera de la prévention de la délinquance juvénile. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'attire votre attention à l'extérieur, à l'intérieur, ceux qui sont derrière.
parce que Marseille populaire, c'est tous ensemble ou rien. Donc, je voudrais que vous entendiez ce que je vais dire. Et moi, je citerai une citation de Paul Valéry. Enrichissons-nous de nos différences. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment Marseille, c'est ça. J'observe, je regarde et je trouve que vraiment Marseille populaire, c'est tout simplement Marseille. Très bien, la cloche a sonné. Marseille ne cesse de pleurer encore et encore. Quoi de plus terrible que d'enterrer son enfant en pleine floraison? Un parent ne démissionne jamais. Quand il y a le drame, quand le drame arrive, une mère se consume avec une culpabilité de mise. Qu'ai-je fait de mal? En 2024, 480 adolescents ont été mis en cause dans des infractions liées au trafic de drogue. Le phénomène de rajeunissement dans les recrutements criminels liés au trafic est flagrant. Les réseaux mafieux recrutent des profils vulnérables, souvent hors radar. Quand je dis hors radar, eux ignorent encore qu'ils emportent l'âme et le cœur de leur mère en prison. Ou pire, dans la tombe, parce qu'ils n'ont jamais fait de prison auparavant. Si ce n'est pas toute la famille qui est emportée par le drame. En 2023, 23% des mineurs déférés avaient moins de 16 ans. Tous les enfants ont droit à l'épanouissement, à la vie, n'est-ce pas? Mais qui leur garantit cela dans nos sociétés? De Ségur en Ségur, de plan en plan, Marseille reste un épicentre du narcotrafic. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, j'aborde ici un des volets les plus importants, celui de la prévention de la délinquance juvénile. À l'échelle de Marseille, nous comptons construire la France et nous avons besoin de notre jeunesse. C'est pour cela que j'aborde ce sujet. Ces délinquances, donc, résultent souvent d'un ensemble de facteurs. Difficultés familiales, échecs scolaires, précarité, perte de repères, absence de modèle positif, afin de jouer un rôle de contre-pouvoir, le fameux contre-pouvoir de la rue. Et le mentoring, le mentorat dont tu as parlé, nous en avons besoin. Elle résulte aussi, cette délinquance, elle résulte surtout du facteur zone de non-droit, où les plus jeunes tentent de grandir simplement, avec comme symphonie la violence à même les halls d'immeubles, banalisés hélas. Face à ce constat, il est essentiel d'agir très tôt, dès l'école, afin de prévenir les comportements à risque. Dans une démarche éducative sociale, citoyenne et volontariste, visant à replacer l'école et la communauté au cœur de la prévention. Agir ensemble constamment, c'est le slogan de Marseille populaire. Créer un réseau de fêtes, créer un réseau durable de prévention, dont l'éducation est le levier central. Nous comptons aussi développer des cellules d'écoute et d'orientation au sein des établissements scolaires. Sensibiliser dès le primaire aux valeurs du respect, de tolérance et de citoyenneté. Mettre en place également des ateliers de gestion des émotions et de résolution des conflits. Dispenser la communication non violente. Former les enseignants et le personnel éducatif à la détection précoce des signes de décrochage ou de marginalisation. L'accompagnement psychologique des familles, bien sûr, les familles sont au cœur de tout, mais il faut les sortir de l'isolement. Savoir repérer les signes
d'enfants en phase de déshumanisation n'est pas une mince affaire. Renforcer la coopération parents, éducateurs et travailleurs sociaux. En Afrique, puisque je connais un peu l'Afrique, on dit que éduquer nécessite, dit-on, disent-ils, tout un village et un environnement sain. C'est pour ça qu'on parle toujours d'ensemble, ensemble, ensemble. Mettre en œuvre les médiations familiales afin de restaurer le dialogue et la confiance. Renforcer également la responsabilité individuelle des jeunes et collectives à travers des activités participatives et formatrices. Là, je parle du sport et du sport. Incluons aussi les associations, les collectivités locales, déployer des moyens nécessaires en club sportif, bien sûr, et donner une force aux nombreuses associations qui ont dû abandonner le terrain, faute de moyens. Ne dit-on pas l'oisiveté est la mère de tous les vices? Donc, toujours en partenariat avec les axes d'intervention, la reconstruction, une reconstruction concrète, la valorisation des victimes, car ces victimes-là sont en stade, ils sont malades en fait, c'est des enfants qui ont besoin d'aide. Donc je ne vais pas développer tout le projet, vous le retrouverez le 11 janvier puisque nous allons tenir un meeting. Vous l'aurez aussi dans notre projet, madame, messieurs, et dans notre dossier presse. Mais je voulais insister sur les espaces de parole et de soutien psychologique pour les victimes qui sont exclues déjà de l'école, d'un club sportif, puisque ces enfants-là n'ont plus rien à faire. Ils tiennent les murs, donc ils ont besoin d'aide. On proposait des parcours de remobilisation, des stages, des formations, des activités artistiques ou sportives qui favorisent l'estime de soi et encourager la participation à des actions de sensibilisation pour aider les autres, pour les permettre d'être acteurs du changement et favoriser toujours la résilience des victimes. Aider les familles. Voilà, mesdames et messieurs, en bref, je ne vais pas tout détailler là-dedans comme je vous ai expliqué. Nous ne pouvons pas construire une France, nous ne pouvons pas construire Marseille sans cette jeunesse-là. Et cette jeunesse a besoin d'accompagnement, d'aide. Priorité à la jeunesse. Merci, madame, messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom du Marseille populaire, de vous exprimer notre gratitude de nous avoir honorés par votre présence à cette première conférence de presse. Comme on vous a dit, c'est un jalon qu'on vient de poser parmi les jalons que nous devons poser pour demain. Et le 11 janvier, nous allons organiser un grand meeting au Parc Chano dans une salle de 6500 places assises. Nous vous invitons tous. C'est ce jour-là qu'on va vous développer tout ce que nous avons pour un Marseille meilleur, une ville que nous comptons, nous tous, que chacun trouve sa place. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, je le répète, que nous sommes là. Comme tous, vous le constatez que l'élection du mois de mars, sans Marseille populaire, ni la droite, ni la gauche ne pourra pas atteindre
à la magistrature suprême de la ville de Marseille. Sans les forces vives, nous tous ensemble, nous sommes obligés de nous réunir parce que le moment est venu. Le moment est venu que nous oublions ce qui nous sépare et nous regardons ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est plus important que ce qui nous sépare, donc nous devons mutualiser toutes nos forces, surtout la société civile, parce que force est de constater que les partis politiques ont échoué. Donc, c'est de notre tour aujourd'hui de construire Marseille. Je vous remercie et je suis content. Rendez-vous pris pour le 11 janvier, je vous rappelle, le 11 janvier. Ça se passera au Parc Chalon. Merci beaucoup, merci à vous. Pas de questions? Arrête. Waangalizi watukufu wa Facebook FM denu katika mwonano wa matangazo shahunu bila shaka ya vongarsina ya ruhusa ya huzisa ya masuala ya hatu ebenge watsina nzarike wale ma question sur réforme comme ça monsieur Farid, quelle est l'urgence de ce collectif Marseille populaire à l'approche des élections municipales? C'est ma première question. J'ai 3 questions simplement. Et la deuxième question. Allô? Allô? Donc. Ali Abdul Kouba, Facebook FM comme moi. Ma question se pose, quelle est l'urgence de ce collectif Marseille populaire à l'approche des élections municipales? J'ai 3 questions tout simplement. La deuxième question, n'y aura-t-il pas de malentendus au sein du collectif Marseille populaire en raison des tiraillements entre les partis politiques à Marseille? La troisième question, on observe récemment en France une dynamique de tout sauf RN ou tout sauf LFI dans le paysage politique. Quel regard portez-vous sur l'aggravation des divisions entre les partis? Voilà, c'est mes 3 questions que je voulais vous poser. Force est de constater que quand on regarde la mairie de Marseille, quand on regarde le département, quand on regarde la région, aujourd'hui nous représentons plus de 40% de la société civile. Et quand on regarde dans ces institutions, le conseil municipal, c'est 100 plus 1. Il n'y a qu'une seule noire. Quand on regarde le département, c'est plus 1, qu'une seule noire. Quand on regarde la région, c'est 0. Donc nous, aujourd'hui, nos parents étaient utilisés comme des chairs à canon. Certains partis politiques nous ont utilisés comme des chairs à voter. C'est une prise de conscience pour nous que nous devons donner de l'espoir à nos enfants. L'urgence, c'est que nous devenons des producteurs, des cinéastes, des acteurs et des réalisateurs de projets de cette ville. C'est fini le temps où on a été des suiveurs. C'est fini le temps où on a été des soumis. Aujourd'hui, certains partis politiques ou certaines personnes nous ont représentés. Mais force est de constater que rien n'a changé pour nous. Aujourd'hui, certains partis politiques nous disent qu'ils vont nous rendre le pouvoir. Le pouvoir, on ne nous le rend pas, nous la prenons. Parce qu'une liberté, on la prend, mais on ne nous la donne pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, au jour d'aujourd'hui, nous sommes comme des vols. La France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Nous, les citoyens de Marseille, de la société civile réelle,
On n'a pas de conviction politique parce que les partis nous ont déçus. On a des intérêts. C'est pour cela qu'on a parlé d'un projet ici. C'est pour cela qu'on a parlé d'un programme aussi. Dans nos intérêts, notre projet d'abord, avant toute autre chose. Donc, la question, je l'ai dit dans mon discours, et vous l'avez constaté dernièrement aux dernières élections, que le blocage républicain ne passe plus maintenant. Donc, le blocage républicain ne passe plus maintenant. Et on en a assez. Parce que ce blocage républicain, on l'a fait, même récemment pendant les élections. Mais qu'est-ce qui a changé pour nous? On demeure au même stade. Donc, aujourd'hui, ce qui n'est pas, on est venu à, nous sommes rendus compte de deux formules. Tous ceux qui nous ont représentés, pour que ça change pour nous, on a constaté qu'il n'y a pas mieux que nous pour nous représenter aujourd'hui. Une deuxième formule, tout ce qui a été décidé par ces partis politiques et ces mouvements pour nous a été toujours contre nous. D'où la raison qu'aujourd'hui, les choses doivent changer, nous devons changer les choses nous-mêmes. Nous prenons notre destin en main. Merci. Je voulais poser une question. Est-ce que l'objectif du collectif, c'est de créer sa propre liste électorale, je sais que c'est un de liste, ou de peser aussi bien dans tous les partis, aussi bien à droite qu'à gauche, donc il y a une tendance, on sait du collectif qui passe à droite ou à gauche, ou on veut carrément une liste du collectif marqué. L'objectif du collectif ne fera pas de liste indépendante. Le collectif va jouer l'arbitre. Sans nous, il y aura ni de droite. Sans nous, il y aura ni de gauche. Donc nous allons peser pour ces élections. Je vais poser une seule question là. Bonjour, c'est M. Farid Ibrahima, journaliste libre de Coma. Quand je vous entends votre intervention, votre discours, est-ce que M. Farid, président du collectif populaire, c'est le candidat de l'arrondissement? S'il vous plaît, ma deuxième question. Est-ce que tous les arrondissements vous serez représentés ou c'est toujours les petits représentants comme d'habitude? Voilà, je vous remercie. Excusez-moi. Tu m'as posé une question, Farid. Oui. Voilà, je suis là. Ouais. Les élections cette année, la loi PLM a changé. Il va y avoir l'élection du maire de Marseille avec 111 conseillers et il va y avoir l'élection des conseillers du maire d'arrondissement. Dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, il y aura la liste du maire avec ses 101 conseillers municipaux et il y aura la liste des maires d'arrondissement. Nous allons être partout. Partout. Et le 11 janvier, c'est ce jour-là qu'on dévoilera devant l'assistance de 6500 personnes la vraie position que nous allons adopter à l'unanimité. Est-ce que vous serez candidat? Moi, je serai candidat. Nous sommes candidats. Ah, d'accord. Nous sommes tous candidats. D'accord. Bon. Bien préciser l'arrondissement où. Il faut une chose à préciser. Comme dans votre question, vous avez demandé si c'est dans un arrondissement spécifique. Voilà. Ce n'est pas un arrondissement spécifique. Sinon, on s'appellerait par exemple quartier nord populaire. Nous, on s'appelle Marseille populaire. Marseille inclut tous les arrondissements. Donc, ça sera tous les arrondissements sans aucune exception. Exactement. Voilà. Voilà, toutes les communautés, tout. Marseille, tout simplement. Merci. Merci. Allez,